Alors bonsoir à tous, on va démarrer le webinaire. Bienvenue à ce webinaire intitulé donc «Quelles aides financières pour un projet de rénovation énergétique de mon logement?». Voilà, donc ce soir, nous sommes 2 intervenants, moi-même Vincent Debloc et mon collègue, monsieur Valentin Wilmotte. Donc on est tous les 2 conseillers, France Rénov au sein de l'association, Énergie Solidaire, à Carrière-sous-Poissy. Je vais avoir l'occasion de présenter, la structure, juste après. Alors, simplement, voilà, le sujet de la soirée, nous allons parler, des aides financières, sur les projets de rénovation énergétique associés au logement. Donc on va pouvoir faire un peu le tri, dans les dispositifs, nationaux, les dispositifs locaux, les aides publiques, les aides privées, voilà, pour y voir un petit peu plus clair, sur, l'ensemble des dispositifs financiers. Avant de s'attaquer, au vif du sujet, quelques rappels, par rapport au webinaire de la soirée. Donc vous l'avez remarqué sans doute, vos micros et vos caméras sont désactivés, donc vous ne pouvez pas les activer, de chez vous, pendant la durée de la présentation. Par contre, si vous avez des questions, vous avez l'opportunité de le faire. Il y a notamment un onglet spécifique pour ça, l'onglet Q et R pour questions et réponses. Donc vous pouvez poser vos questions dans cet onglet. Si vous voyez, vous pourrez voir, notamment les questions qui ont été posées par les autres, et si vous avez les mêmes questions, vous pourrez, liker les questions pour, justement mettre en avant, certaines questions. Comme vous êtes, assez, nombreux ce soir, ce sera mon collègue, monsieur Wilmot, qui sera chargé de répondre à vos questions, par écrit. Mais voilà, s'il y a beaucoup de questions, il ne pourra peut-être pas forcément toutes les traiter. Donc si vous voyez qu'il y a des questions que vous vous posez aussi, vous pouvez, les liker plutôt que de reposer une deuxième fois la même question. Donc sachez que voilà, pendant la durée de la présentation, si vous avez des questions, faites-le vraiment via cet onglet dédié, questions et réponses. Mais à l'issue de la présentation, on va pouvoir, donner l'opportunité aux participants d'activer leur micro à distance si vous souhaitez poser des questions de vive voix. Ça, ce sera en fin de présentation, et je précise que le webinaire est enregistré actuellement. Il est enregistré, et donc l'idée, c'est que le replay vous sera envoyé, dans les prochains jours, pour que vous puissiez, visionner, certaines parties si, par exemple, vous ne pouvez pas, rester, jusqu'au bout, pour une raison, ou pour une autre. Voilà donc pour un petit peu les modalités. Donc ce soir, on a un créneau, d'1 heure et demie là jusqu'à 20h30 pour, cette présentation. Donc ça va être globalement 1 heure de présentation, du contenu, et puis on va essayer de se garder une demi heure pour, des questions et des réponses si vous en avez en fin de, présentation. Voilà, alors on va pouvoir, démarrer, tranquillement, et comme je vous disais, on va se lancer avec, déjà la présentation, d'Énergie Solidaire, rapidement, mais pour que vous puissiez bien nous situer si vous ne nous connaissiez pas, avant, aujourd'hui. Donc Énergie Solidaire, on est une association, de salariés. Aujourd'hui, on est une équipe d'environ, 20-21 salariés, dans la structure, et donc nos locaux sont à Carrière-sous-Poissy. Si vous êtes déjà passé par là-bas, en venant de Triel-sur-Seine notamment, vous avez, dû identifier des gros bâtiments en bois. Ben, on se trouve, à l'intérieur, juste ici. Et donc notre rôle, notamment, c'est de représenter ce qu'on appelle un espace conseil France Rénov'. France Rénov', c'est un service public, que l'État a mis en place, à échelle nationale, hein, pour apporter des conseils, sur les sujets de la rénovation du logement. Donc des conseils à la fois sur la partie technique, des travaux, de la démarche, des conseils, voilà, sur les matériaux, les systèmes, dans la relecture des devis. Et puis également toute une partie de conseil sur le financement, voilà, présenter notamment les aides existantes, quelles sont les conditions, comment les demander, auprès de qui. C'est le rôle de l'espace conseil France Rénov', qui est un service public, donc ce qui veut dire que pour les particuliers, c'est un service neutre, gratuit et indépendant. Et c'est important de le souligner, justement, dans le sens où, nous, on n'est pas entreprise de travaux, ni prestataire de services ou quoi que ce soit, c'est du service public. France Rénov', c'est national, comme je disais, mais ensuite, c'est porté localement par des structures, diverses, et donc nous, Énergie Solidaire, nous représentons ce service France Rénov' pour tout ce qui est, mis en avant en vert là sur la carte des Yvelines, donc ce qu'on surnomme globalement le Nord Yvelines. Voilà, toutes les communes qui se trouvent sur ce territoire-là ont pour espace France Rénov' de secteur, Énergie Solidaire à Carrière-sous-Poissy. Et donc dans notre mission de conseil France Rénov', bah, il y a aussi toute une partie liée à l'animation, et notamment, bah, le webinaire, c'en est un exemple, pour, diffuser de l'information sous un autre format et toucher plus de monde par la même occasion. Et donc, ce soir en est un exemple avec ce webinaire, dédié aux aides financières en rénovation énergétique.
Alors, ce soir, au niveau du sommaire, comment on va se dérouler un petit peu? Vous allez voir, on va aborder beaucoup de sujets quand même. On va commencer tranquillement par, une mise en contexte, des enjeux un petit peu autour de la rénovation énergétique. Ça va pas être le plus long, mais ça permet de bien, se remettre en en tête les enjeux, assez variés autour de la rénovation. Ensuite, au niveau des aides, ben, on démarrera et on commencera par, s'intéresser à quelques critères d'éligibilité un peu, génériques, qu'il faut bien avoir en tête pour la suite à l'occasion de les lister. Puis on s'intéressera ensuite aux aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. Voilà, on va parler des aides publiques, que l'ANA a mis en place. Ensuite, on parlera des certificats d'économie d'énergie. Alors on dit aussi les CEE ou les C2E, qui est un autre dispositif d'aide national, mais cette fois privé et non pas public. Ensuite, on s'intéressera aux subventions locales que l'on peut avoir sur notre territoire, au niveau, des Yvelines. Voilà, on parlera d'aides régionales, d'aides départementales et cetera, ce qui existe au niveau local. On parlera un petit peu prêt bancaire et TVA également, qui concerne bien sûr les projets de rénovation énergétique. Et ensuite, pour terminer, voilà, on parlera des différents, accompagnateurs, des différents acteurs que vous pouvez, solliciter autour de chez vous, pour vous faire conseiller dans vos projets. Et il y aura un temps d'échange et de questions, comme je l'ai déjà dit, à la fin. Mais si vous avez des questions, au fil de la présentation, vous pourrez les poser dans l'onglet, questions et réponses. Cependant, comme vous êtes, comme j'ai dit, assez nombreux, vos questions peut-être essayez de les garder à la fin un petit peu de chaque chapitre avant de les mettre par écrit parce que peut-être que je vais apporter des éléments de réponse qui vont contribuer à vos questions. Donc voilà, par exemple, une fois qu'on aura terminé le chapitre sur les aides de l'ANA, si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les poser à ce moment-là, parce qu'il y a un risque sinon que je réponde à des questions que vous allez poser par écrit. C'est pour éviter notamment à mon collègue, s'il a trop de questions d'un coup, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Voilà un petit peu pour le sommaire, donc on va sans plus tarder, démarrer et comme j'ai dit rapidement, mais remettre les choses en contexte autour de la rénovation énergétique des logements. Alors c'est un contexte assez, varié finalement qui tourne autour des projets de rénovation énergétique. Souvent ça va partir, d'une notion de vouloir baisser ses factures, d'énergie, donc liées au chauffage, hein, aujourd'hui qui représente, les 2 tiers de la consommation d'énergie du logement. Donc les travaux de rénovation énergétique ont but bien sûr de pouvoir, baisser ses factures, de chauffage, notamment en améliorant la performance du logement. La performance à la fois de l'enveloppe du bâtiment, hein, donc une meilleure isolation, du bâtiment, niveau toiture, murs, fenêtres et cetera. Donc finalement la chaleur, en hiver, reste beaucoup plus à l'intérieur du logement, ce qui permet d'économiser le chauffage. Et puis, une meilleure performance sur les systèmes en eux-mêmes, hein. Donc par exemple, un changement d'une vieille chaudière, qui n'optimise pas forcément ses consommations d'énergie par rapport aux nouvelles qui peuvent être installées. Voilà, c'est à la fois l'amélioration de l'enveloppe et des systèmes. Mais finalement, la rénovation énergétique, c'est pas que les performances ou les factures, hein, c'est aussi une amélioration du confort dans le logement, le confort en hiver comme en été et également la notion de confort, acoustique, hein. La rénovation énergétique a un gros rôle à jouer là-dessus, d'avoir moins froid dans son bâti, en hiver, d'avoir moins chaud en été et puis d'un point de vue acoustique, d'être moins perturbé par les bruits, extérieurs notamment. Ensuite, la rénovation énergétique, ça peut très bien s'inscrire, en lien avec finalement, en réponse un peu aux réglementations qui arrivent, sur, le marché du logement. Voilà, à certaines échéances, il y en a certaines qui ont déjà démarré d'ailleurs, hein, vous en avez sans doute entendu parler. Là, dans ce qui va arriver prochainement finalement, bah, c'est à partir du 1er janvier 2025 notamment, il y a une interdiction pour les propriétaires bailleurs de louer des logements qui sont classés G sur l'étiquette énergie, sur le DPE du logement. Donc voilà, il y a un calendrier avec des échéances qui arrivent, sur des notions réglementaires, mais liées à la rénovation énergétique de l'habitat. Donc les projets de rénovation, ça peut aussi s'inscrire dans ce contexte un peu plus réglementaire. Et enfin, ça peut aussi contribuer, bien entendu, la rénovation énergétique, à améliorer ce qu'on appelle la valeur verte du logement. Ici, on a un petit tableau, en fait, qui montre alors pour les maisons et pour les appartements, mais c'est un tableau qui est spécifique à l'Île-de-France et à la Grande Couronne, notamment, qui montre, en fait, l'écart de valeur sur, le logement en fonction de son étiquette énergie. En prenant comme étiquette de référence, l'étiquette D, finalement, ben,
un même logement, s'il était C ou s'il était A ou B, quelle valeur il aurait en plus et à l'inverse, un logement F ou G, quelle valeur il aurait en moins. Donc on voit aussi qu'il y a des écarts qui se creusent de plus en plus au fil des années, notamment dans un contexte où le coût de l'énergie augmente. Les logements classés, A, B, C notamment, ont bien plus de valeur que les passoires énergétiques, F et G. Donc ça peut aussi s'inscrire dans cette volonté de vouloir, améliorer la valeur verte du logement. Et voilà, comme on l'a dit, la rénovation énergétique, c'est assez vaste comme, travaux potentiels, mais, en général, voilà, ça va toucher à l'enveloppe du bâtiment. Donc là, on le voit, hein, sur ce graphique, les niveaux de déperdition moyens, là, c'est sur une maison, une moyenne pour une maison, d'avant 74 qui n'est pas isolée, que le toit représente aujourd'hui en moyenne la première source de déperdition du logement, suivi des murs. Mais voilà, on traite aussi bien sûr, les fenêtres, le plancher bas. L'idée, c'est que l'isolation, voilà, est la plus continue possible, sur le logement, toiture, murs, fenêtres, plancher bas et bien sûr, on, ne met pas de côté les systèmes, c'est-à-dire les systèmes de ventilation du logement, les systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Tout ça, ça englobe un petit peu la rénovation énergétique du bâti et donc on voit que c'est vraiment un contexte assez varié, un contexte, économique, un contexte, de réglementaire, un contexte aussi de confort. Donc voilà, c'est assez varié, tout ce qui peut pousser à rénover, son logement. Et donc, bah, dans ce contexte-là, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui est le service d'État en fait qui gère notamment, la tous les aspects liés à la rénovation des logements, eh bien, ils ont mis en place des aides financières, pour, la rénovation des logements. Et donc pour vous donner quelques chiffres là, toujours dans cette mise en contexte, un peu les chiffres 2023, les chiffres clés de l'ANA 2023. On a eu un peu plus de 600 000 logements rénovés. Alors pour la rénovation énergétique, ça représente 570 000. Donc c'est vraiment le plus gros, des logements rénovés, c'est pour de la rénovation énergétique. Parce qu'après, on peut aussi retrouver des travaux, d'adaptation du logement. Par exemple, les travaux d'adaptation, liés à l'âge ou à la vieillesse, comme, adapter une salle de bain, par exemple, ça fait aussi partie des logements rénovés, dans ces chiffres-là. Mais vraiment la rénovation énergétique, on est quand même pas loin de 570 000, rénovations énergétiques. Donc, voilà, c'est des gros chiffres. On voit aussi qu'en termes de travaux, ben, ça génère un chiffre d'affaires assez important de pratiquement 8,5 milliards d'euros. Et donc, bah, par rapport à tout ça, comme je l'ai dit, l'ANA a mis en place des dispositifs financiers. Et pour vous donner un exemple, l'ANA a versé en 2023 un peu plus de 3 milliards d'euros d'aide. Et donc, sur ces 3 milliards, il y en avait 2,74 milliards qui étaient dédiés à l'aspect rénovation énergétique. Ça, c'était pour vous donner quelques chiffres, les chiffres 2023. L'ANA les diffuse chaque année, donc vous pourrez en début d'année 2025 surveiller les chiffres de l'année 2024, du coup, pour mettre un petit peu le contexte autour de la rénovation énergétique et des financements mis en place par l'ANA. Alors maintenant, on va pouvoir se lancer, dans le vif du sujet et donc comme je vous disais d'abord, avant d'aborder les dispositifs en eux-mêmes, je vais rappeler quelques règles un peu d'éligibilité, les critères un peu généraux qu'il faut avoir en tête, dès qu'on fait de la rénovation énergétique, dès qu'on veut demander des aides financières, bah, il y a certains critères, hein, c'est assez procédurier, mais il faut, les avoir en tête. C'est aussi l'objet du webinaire, que vous puissiez repartir avec ces infos-là. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, des règles un peu générales, il y a déjà la notion de l'âge du logement. L'âge du logement et donc vous pouvez retenir 15 ans parce qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov' notamment, on aura l'occasion d'en parler, mais fonctionne sur des logements de 15 ans ou plus au minimum. Donc là, il faut retrouver l'année de construction du logement, mais 15 ans minimum. Alors, je dis de retenir 15 ans, mais on verra qu'il y a un autre dispositif qui lui demande, 2 ans ou plus. Mais étant donné que MaPrimeRénov' est un peu plus, contraignant sur l'âge, bah, en fait, vaut mieux retenir le 15 ans comme, âge du logement. Ensuite, les travaux doivent être réalisés par des entreprises qui sont qualifiées RGE, reconnues garants de l'environnement. Ça, pour l'ensemble des aides financières aujourd'hui, c'est un des critères qu'il faut, bien avoir en tête, que l'entreprise qui fasse les travaux soit certifiée RGE. Et donc, le RGE, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que faut faire attention parce qu'il y a des logos RGE bien sûr, mais un logo sur un devis ne veut rien dire finalement. Il faut bien regarder, si le certificat est bien valide pour cette entreprise et donc ça, on peut le vérifier depuis le site, France Rénov' notamment. Et donc, il faut vérifier 2 choses. Déjà, c'est la date de validité du certificat. L'entreprise, elle est RGE, mais jusqu'à quand? Est-ce que c'est bientôt la fin ou pas? Si oui, est-ce qu'elle l'a renouvelé, est-ce qu'elle est en train de le renouveler? Et ensuite, pour quelle catégorie de travaux l'entreprise est certifiée RGE?
on peut être certifié pour poser des pompes à chaleur, par exemple, et ne pas être certifié pour poser des poêles à granulés. C'est 2 certificats différents, c'est 2 qualifications métiers différentes. Donc le RGE, voilà, c'est pas RGE en général, pour tous les travaux et sans durée de vie limitée. Au contraire, le RGE, c'est par travaux et ça a une durée de vie, ça a une durée de validité, limitée. Donc on vérifie bien tout ça et notamment sur le site france-rénov.gouv.fr. Ensuite, il y a une notion de conditions de ressources. Ça, on va le regarder d'un peu plus près sur la slide d'après, mais les aides financières, il y a certains programmes qui sont accessibles à toutes les tranches de revenus, hein, attention, mais la tranche de revenus est quand même vérifiée parce que les taux de financement ne sont pas toujours les mêmes, donc il y a toujours une notion quand même de tranche de revenus. On aura l'occasion de regarder ça. Et ensuite, retenez que les aides sont à demander avant de signer les devis. En fait, avant de s'engager dans les travaux, ce n'est pas rétroactif, ce n'est pas une fois que les travaux sont faits qu'on peut obtenir les aides financières. En fait, il faut vraiment avoir en tête que les aides, les dossiers de demande d'aide se déposent avant de signer les devis. Comme ça, on signe les devis ensuite en connaissance de cause. On sait qu'un dossier d'aide a été accepté. L'argent n'est pas encore versé à ce moment-là, bien sûr. L'argent, il est versé en général après travaux sur présentation de facture. Mais le dossier initial, il a bien été déposé avant de signer les devis. Et c'est un point important parce que, j'insiste, si les travaux sont déjà faits, on ne peut plus demander les aides après. Alors, je parlais des conditions de ressources. Bah, voici le tableau finalement des plafonds. Alors, c'est un tableau pour l'Île-de-France, attention. Je pense que ce soir, on a un public uniquement en Île-de-France, donc vous pouvez utiliser ce tableau-là, mais sachez que ce n'est pas les mêmes plafonds pour les autres régions. Donc c'est en fonction de 2 choses, du nombre d'occupants dans le ménage et je dis bien le nombre d'occupants et pas le nombre de parts fiscales, hein, donc vraiment nombre d'occupants. Combien de personnes vivent dans le logement en tant que résidence principale? Adultes, enfants, on compte tout le monde. Et ensuite, on regarde le revenu fiscal de référence du foyer. Le revenu fiscal de référence, vous le retrouverez sur la première page de votre dernier avis d'imposition. Là, vous avez normalement tous votre avis d'imposition établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023, et bien sur la première page, vers le bas à droite, vous avez revenu fiscal de référence. Si dans le foyer, vous êtes sur 2 avis d'imposition différents, il faudra faire la somme, bien entendu. Si vous êtes tous sur le même avis, ben, vous prenez le montant et ensuite vous regardez en fonction du nombre d'occupants que vous êtes. Si vous êtes en dessous de ces seuils-là, vous êtes dans la première tranche de revenus très modeste, code couleur bleu. Si vous êtes entre cette colonne et cette colonne, vous serez dans la deuxième modeste, code couleur jaune. Entre ici et ici, vous serez dans la troisième tranche intermédiaire, code couleur violet. Et si vous êtes au-delà des plafonds indiqués sur la droite, vous serez dans la tranche ménage au revenu supérieur, code couleur rose. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à des aides. On va le voir, il y a des programmes qui sont accessibles à tout le monde. En général, voilà, les plafonds sont revus au 1er janvier de chaque année, sont souvent rehaussés. Donc ça à surveiller en début d'année à chaque fois. Mais là, vous avez les plafonds actuellement en 2024. Et je précise, c'est bien les plafonds pour l'Île-de-France. Donc il y a toujours cette notion de revenu, donc c'est bien d'avoir à chaque fois son revenu fiscal de référence pour le foyer en tête sur le dernier avis d'imposition, comme je disais. Alors, après, sachez qu'également pour les aides financières, il y a aussi une notion de critères techniques à respecter. Les critères techniques, en fait, c'est vraiment des critères sur les travaux. Les travaux doivent respecter certaines choses. Alors, il y a le RGE de l'entreprise, hein, ça c'est vraiment pour l'entreprise, mais les travaux en eux-mêmes doivent aussi respecter certains critères. Alors là, je vais donner quelques exemples, mais je ne veux pas que vous reteniez ça par cœur, ce n'est pas l'idée. Je veux simplement que vous puissiez bien avoir en tête que les travaux, pour être éligible aux aides, ben, oui, l'entreprise doit être RGE, mais les travaux en eux-mêmes doivent aussi répondre à certains critères. Mais là, l'objet, ce n'est pas de tout retenir par cœur. Il y a des documents notamment qui le listent, donc on aura l'occasion de vous le partager. Mais je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre tout ça. Alors, je vais commencer avec un exemple lié à l'isolation. Vous voyez, isolation thermique des parois opaques. Alors, on a 3 exemples, l'isolation des murs, l'isolation d'un toit terrasse ou l'isolation de rampants de toiture. Vous voyez, sur la droite, on a caractéristiques et performances. Il y a un objectif, il y a marqué là, on voit R doit être supérieur ou égal à 3,7 quand on fait de l'isolation de murs, R supérieur à 6 quand on fait de l'isolation de rampants de toiture. Donc, le R, si vous ne savez pas ce que c'est, très rapidement, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique. La résistance thermique, c'est ce qui qualifie le niveau de performance de l'isolant. Et en fait, le R, plus il est grand, meilleure sera l'isolation. Et d'où ça vient ce petit R, que vous sachiez quand même, c'est pas bien compliqué à calculer et c'est bien de savoir d'où ça vient. C'est simplement une division entre l'épaisseur de notre isolant que l'on divise par sa conductivité.
Donc le but avec le R, c'est qu'il soit le plus grand possible. Et donc pour ça, on peut jouer sur l'épaisseur et on peut aussi jouer sur la conductivité. Et donc là, c'est directement en fonction du matériau qu'on choisit. Des matériaux isolants, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les lister, mais du coup, on peut jouer sur le R que l'on obtient. Mais il faut savoir que pour demander des aides, il faut respecter certains seuils minimums. Donc là, j'ai donné un petit exemple pour de l'isolation. Un autre exemple, c'est les fenêtres. Fenêtre, porte-fenêtre, bah, vous voyez là, sur la droite, à nouveau, on a des critères qu'il faut respecter. Alors là, il y a 2 facteurs mis en avant, ce qu'ils appellent le UW et ici le SW. Alors le UW, s pour reprendre ce que je disais sur l'isolation, c'est un petit peu l'inverse de la résistance thermique. En fait, ce qu'on veut avec le UW, c'est qu'il soit le plus faible possible parce que ça qualifie les déperditions de chaleur à travers la fenêtre. Donc il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil. Le SW, qu'est-ce que c'est à l'inverse? C'est ce qu'on appelle le facteur solaire. Là, c'est plutôt la capacité de la fenêtre à laisser passer le rayonnement solaire, ce qui est intéressant notamment l'hiver pour pouvoir, chauffer gratuitement le logement. Donc les fenêtres doivent respecter des critères là-dessus et là-dessus. Un autre exemple, pour parler peut-être chauffage cette fois, bah, vous voyez si vous êtes intéressé par installer un poêle ou un insert qui fonctionne au bois ou, à bûche ou à granulés, ben, il faut aussi respecter des critères. Donc là, on voit que c'est des critères au niveau des émissions de polluants. Là, le monoxyde de carbone, il faut que ce soit inférieur à un certain seuil. Il faut que le rendement énergétique soit supérieur à un certain seuil. Donc, il y a aussi des notions sur le rendement de l'appareil. Comme je vous disais, hein, là, l'objectif, c'est pas que vous appreniez tout ça par cœur, que vous notiez tous ces chiffres-là. Gardez en tête déjà que de manière générale, ben, les entreprises, et notamment les entreprises RGE, ont bien aussi conscience des critères qui sont demandés, au niveau des aides. Donc, généralement, les fenêtres proposées, les devis d'isolation, les appareils type poêle et cetera, répondent, c'est rare de voir des schémas où ça ne répond pas tout de suite aux critères demandés. Mais vous n'avez pas à apprendre tout ça par cœur, il y a des documents qui le résument et de toute manière, vous pouvez vous appuyer sur, vos espaces France Rénov' comme, Énergie Solidaire notamment pour, vérifier les devis, vérifier que les appareils, les performances sont bien respectées. Mais je tenais quand même à ce que vous ayez ces quelques exemples. Là, je vous ai donné des exemples vraiment, travaux par travaux, hein. J'ai donné un exemple isolation, un exemple fenêtre, un exemple, poêle. Maintenant, on le verra, il y a des programmes d'aide qui, se demandent pour de la rénovation dite d'ampleur, de la rénovation globale. Et là, il y a des, comment dire? Pour la rénovation globale, il y a des critères un peu sur l'ensemble des travaux. Il faut atteindre un certain niveau de performance. On aura l'occasion, hein, de le préciser quand on regardera les programmes, mais voilà, une rénovation globale, c'est un ensemble de travaux qu'on met ensemble dans le dossier d'aide. Et donc, ben, en général, quand on fait ça, il y a un objectif de gain énergétique à obtenir à l'issue des travaux. Et donc pour ça, on le justifie à l'aide d'un audit énergétique qui se fait avant les travaux. Ça permet justement de justifier du gain que l'on va obtenir. Et ça, c'est vraiment quand on est sur des projets de rénovation globale avec plusieurs postes de travaux. Et donc, quand on souhaite aussi demander les aides pour une rénovation globale. Voilà, je mettais en avant qu'il y avait aussi des critères un peu de gain énergétique, mais typiquement, pour donner un petit exemple, si votre projet, c'est juste d'installer un poêle à bûche dans votre maison, bah, il n'y aura pas cette notion d'audit et de gain énergétique à justifier, je le précise. Voilà, donc c'était simplement pour que vous ayez en tête ces quelques critères, d'éligibilité un peu génériques et pour terminer, je mets juste en avant, mais là c'est un point de vigilance, sur le côté très administratif parce que les aides financières, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose de procédurier. Donc il y a des choses à respecter et donc tout ce qui est mention administrative, c'est assez important que vous soyez, alerte là-dessus, notamment sur les noms, prénoms, sur les adresses postales, sur la bonne écriture de tout ça et que ce soit cohérent avec, l'avis d'imposition que vous utilisez, hein, au départ pour, créer un compte notamment. Donc voilà, si, on n'a pas les mêmes noms, prénoms sur les devis que sur l'avis d'imposition ou sur le RIB à la fin, enfin, c'est ce genre de petits détails qui peut aussi, créer quelques complications dans les dossiers d'aide financière. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Cohérence aussi au niveau des dates. Comme je l'ai dit, hein, les demandes d'aide se font avant signature des devis. Cohérence administrative, comme je l'ai dit, le nom, l'adresse, les infos de l'entreprise qui doivent être clairement détaillées. Enfin, ça, c'est des réflexes à avoir aussi quand on reçoit des devis. Les devis doivent être détaillés, ils doivent être complets, et donc ça aussi, vous pouvez vous appuyer sur les espaces France Rénov' comme Énergie Solidaire, par exemple, pour, notamment relire les devis et vérifier que tout ce qui est dessus, soit, suffisamment complet.
Voilà et puis d'ailleurs, MaPrimeRénov' met à disposition un guide un peu des bonnes pratiques sur les devis, un peu des checklists à vérifier comment dire? Pour, vérifier ces devis, que toutes les mentions sont bien dessus. Ça, le guide des bonnes pratiques, MaPrimeRénov', il est, accessible sur le site de l'ANA. Donc, c'est des choses qui sont diffusées au grand public, sans problème. Voilà un peu pour ces critères. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer. Vous allez voir, on va y aller vraiment un par un sur, les dispositifs, mais on va essayer de tout balayer, voir tout ce qui existe sur la rénovation énergétique. Et on va commencer au niveau national et après on ira au niveau local. Mais d'abord au niveau national, on va s'intéresser aux aides publiques, les aides qui sont, gérées par l'ANA, comme je l'ai dit, l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, on va démarrer avec le dispositif, principalement connu de tous aujourd'hui, à savoir MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', voilà, c'est un dispositif financier. MaPrimeRénov', ce sont des aides pour la rénovation énergétique et ce sont des aides publiques qui sont gérées par l'ANA. Alors maintenant, MaPrimeRénov' aujourd'hui, si vous voulez, MaPrimeRénov' va proposer, 2 parcours différents. C'est les parcours que je vais mettre en avant, et ces parcours, en fait, ça va notamment s'intéresser à la notion de l'étiquette énergie du logement. Alors, je vais regarder ça, je vais vous présenter ça d'un petit peu plus près. Donc, les 2 parcours, quels sont-ils? On va avoir d'un côté le parcours accompagné. Alors, le parcours accompagné, ça va être plutôt pour des projets de rénovation d'ampleur. Et ensuite, notre deuxième parcours, on va l'appeler le parcours monogeste. Là, ce sera plutôt pour, des projets de travaux avec une action de travaux ou 2 actions, mais voilà, plutôt un petit projet où on ne va pas demander les aides pour une rénovation, globale. Donc MaPrimeRénov', retenez qu'il y a ces 2 parcours, le parcours accompagné, le parcours monogeste. Alors pour donner plus de détails, je vais commencer avec le parcours accompagné pour de la rénovation d'ampleur. Alors, ce parcours, bah, déjà, il est ouvert à tous, il est accessible à toutes les tranches de revenus. Alors, il a été fait pour de la rénovation dite d'ampleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une rénovation d'ampleur? Il faut retenir notamment qu'il va falloir faire au moins 2 sauts de classe sur l'étiquette énergie du logement. Donc l'étiquette énergie, c'est ce que l'on voit au milieu ici, hein, la lettre entre A et G. Mais il faut imaginer qu'il faut faire 2 sauts de classe minimum entre l'état de départ et l'état d'arrivée après travaux. Je donne un exemple. Si le logement il est classé F avant travaux, eh bien il faut être au minimum en D à l'issue des travaux. Si je suis en E, il faut être au moins en C, voilà, etc., etc. 2 sauts de classe minimum. Et donc pour le justifier, hein, de ces sauts de classe, comment est-ce qu'on prouve, qu'on le fait? Eh bien, c'est à travers un audit énergétique qui est fait avant les travaux. Et je précise, c'est bien un audit énergétique et non pas un DPE. Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ce ne sera pas accepté par MaPrimeRénov' pour justifier des sauts de classe dans le parcours accompagné. Ce n'est pas un document qui est suffisamment approfondi, notamment dans les scénarios de travaux. Donc c'est bien l'audit énergétique qui sera demandé. Alors, 2 sauts de classe, c'est la première chose à retenir et ensuite, l'autre point, c'est qu'il faut au moins 2 gestes d'isolation dans le bouquet de travaux. 2 gestes d'isolation. C'est-à-dire que dans le parcours accompagné, on peut mettre beaucoup de choses comme travaux de rénovation énergétique. On peut mettre tout ce qui touche à l'isolation, la toiture, les fenêtres, les murs, le plancher bas. On peut aussi retrouver les portes d'entrée, les volets. On peut retrouver également tout ce qui touche au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, donc remplacement remplacement d'une chaudière, remplacement d'un ballon. On peut retrouver aussi tout ce qui touche à la ventilation, installation d'une VMC, dans le logement par exemple. Mais finalement, on peut mettre tout ça, mais le minimum qui est attendu, c'est 2 gestes d'isolation. Donc les gestes d'isolation, il y en a 4 qui sont, comptabilisés par MaPrimeRénov'. C'est la toiture, donc la toiture, ça peut être, les combles perdus, ça peut être, les rampants de la toiture, enfin là, c'est en fonction de la configuration du logement. Donc la toiture, les murs, alors les murs, ça peut être, isolé par l'extérieur ou l'intérieur, hein, mais c'est l'isolation des murs. Les fenêtres, alors quand je dis les fenêtres, c'est les surfaces vitrées, donc fenêtres, porte-fenêtres, les fenêtres de toiture également. Donc toutes les surfaces vitrées, donc on ne retrouve pas les portes et volets par exemple là-dedans. Et le plancher bas. Donc le plancher bas, bah, par exemple, ça peut être le plafond d'un sous-sol ou le plafond d'un vide sanitaire, voilà, c'est globalement, entre le rez-de-chaussée et bah, soit le vide sanitaire, soit le sous-sol. Donc retenez que pour pouvoir prétendre à ce parcours accompagné, il faut que le projet de travaux intègre au moins 2 gestes d'isolation. Et du coup, imaginons
que votre projet, c'est isoler les murs et remplacer la chaudière, bah, vous n'avez qu'un seul geste d'isolation là-dedans. Vous avez les murs, mais vous n'avez pas de deuxième geste d'isolation parce que remplacer la chaudière, c'est un geste de chauffage. Donc il faut imaginer intégrer un deuxième geste d'isolation parmi les 4 existants que j'ai cités: toiture, mur, surface vitrée et plancher bas. Alors, l'aide, je vais la détailler après, mais on le verra, c'est un pourcentage des travaux qui est accordé. Mais ça, je vais mettre le tableau juste après, vous aurez le détail. Donc, mais c'est un pourcentage des travaux. L'intérêt, on va le voir, c'est que, dans le parcours accompagné, en fait, l'aide, elle est centralisée en une seule et même demande. On n'a pas besoin de cumuler plusieurs dossiers et d'y aller travaux par travaux. En fait, il y a un seul et unique dossier. C'est le dossier MaPrimeRénov' parcours accompagné et dedans, il englobe tous les travaux et il englobe aussi le dispositif des C2E que je vais présenter juste après. Donc c'est aussi pour simplifier, les démarches administratives. Pour un projet de rénovation d'ampleur, bah, voilà, on n'a pas à ouvrir plusieurs dossiers pour chaque travaux et en plus de regarder les dispositifs, MaPrimeRénov', C2E, et cetera. Tout est centralisé en un seul et même dossier. Il y a un engagement d'occupation, c'est-à-dire que pour pouvoir, prétendre au parcours accompagné, si vous le demandez en tant que propriétaire occupant, il y a un engagement d'occupation du logement pendant 3 ans après les travaux. Ça, c'est un point aussi qu'il faut savoir. Si vous le demandez en tant que propriétaire bailleur, parce que le parcours accompagné, il est accessible aux bailleurs, donc ce n'est pas un engagement d'occupation, c'est un engagement de mise en location et la durée est de 6 ans. Elle n'est pas de 3 ans, elle est de 6 ans. Donc tout dépend si vous demandez ce parcours en tant que bailleur ou en tant que propriétaire occupant. Et donc ce parcours, ben, finalement le terme accompagné, hein, il est pas anodin. C'est parce que ce parcours demande à ce que vous soyez systématiquement accompagné de ce qu'on va appeler alors c'est un interlocuteur supplémentaire qui se rajoute, qu'on appelle l'accompagnateur rénov'. Et l'accompagnateur rénov', il a plusieurs missions, mais notamment de faire l'audit énergétique avant que les travaux démarrent. C'est le rôle de l'accompagnateur, notamment de faire l'audit qui permet de justifier l'état actuel du logement et l'état futur en faisant telle ou telle action de travaux. C'est l'accompagnateur rénov' qui a ce rôle. Et donc, les accompagnateurs rénov', ce ne sont pas des entreprises de travaux. Attention, une entreprise de travaux ne peut pas être accompagnateur. Il faut garder cette notion de conflit d'intérêts. Donc, l'accompagnateur ne doit pas être lié aux entreprises de travaux. Par contre, il doit être qualifié pour faire de l'audit énergétique. Donc, en général, on va retrouver dans les accompagnateurs des thermiciens, des bureaux d'études, des auditeurs, parfois des architectes. Voilà un petit peu. Et l'annuaire des accompagnateurs Rénov' est disponible sur le site france-rénov.gouv.fr. Vous avez 2 annuaires dessus, hein, je vous l'ai dit, l'annuaire des entreprises RGE de travaux et l'annuaire des accompagnateurs Rénov'. Et ça, voilà, le parcours accompagné oblige le recours à un accompagnateur Rénov'. Maintenant, je vais présenter le parcours monogeste. Le parcours monogeste, c'est quand on a un projet de travaux plutôt, ben, voilà, on n'a pas un projet de rénovation d'ampleur, on ne va pas faire 2 gestes d'isolation, on ne va pas faire 2 sauts de classe, on va faire un poste de travaux, peut-être 2, mais voilà, on va vraiment demander les aides du coup individuellement, travaux par travaux. Alors, vous allez le voir, là, j'ai des mentions qui vont être barrées. Je vous explique pourquoi. Initialement, ce parcours-là, au 1er janvier 2024, il était ouvert uniquement pour les logements qui étaient classés entre A et E sur l'étiquette énergie. Il y avait une volonté de l'ANA de dire que les logements classés passoires énergétiques, F ou G, ben en fait, ils devaient tout de suite aller dans le parcours accompagné. Donc, il fallait justifier que le logement était entre A et E pour pouvoir prétendre au parcours monogeste. Et pour ça, là, MaPrimeRénov' demandait le DPE du logement. Sauf que cette règle-là, elle a été supprimée aujourd'hui pour finalement faciliter l'accès à ce parcours-là parce qu'il y avait quelques contraintes, notamment pour les logements qui n'avaient pas de DPE. Il fallait qu'ils fassent un DPE pour justifier d'être entre A et E. Donc cette règle, elle a été supprimée. Mais je ne l'ai pas effacée complètement parce qu'en fait, elle a été supprimée et c'est annoncé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on peut imaginer, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude, qu'au 1er janvier 2025, peut-être que cette règle va revenir sur le parcours monogeste. Ensuite, même chose, j'ai rayé cette partie-là, mais au départ, le parcours monogeste, au 1er janvier 2024, l'idée était d'encourager ce parcours-là pour les logements qui souhaitaient faire comme poste de travaux le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Donc il fallait obligatoirement faire une action sur le chauffage ou l'eau chaude sanitaire pour pouvoir prétendre au parcours monogeste. Même chose, cette règle a été retirée.
jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on peut imaginer qu'elle reviendra en 2025. Mais c'était pour faciliter en fait l'accès au parcours monogeste pour notamment les logements qui souhaitaient par exemple faire uniquement l'isolation des murs par l'extérieur. Bah, finalement, ces personnes-là se retrouvaient un peu bloquées parce que le parcours accompagné ne convenait pas parce qu'il faut 2 gestes d'isolation. Donc si on fait uniquement les murs, bah, on ne répond pas au parcours accompagné. Et le parcours monogeste ne répondait pas non plus parce qu'il fallait faire une action de chauffage ou d'eau chaude. Donc ça, il y avait une certaine incohérence là-dessus. Donc cette règle a été supprimée, mais à nouveau jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, c'est une aide, non pas cette fois en pourcentage des travaux, mais c'est une aide forfaitaire. Donc, il y a un montant en fonction de la tranche de revenus et en fonction des travaux. Je vais donner quelques exemples juste après. Donc, le DPE, bah, vous le voyez, je l'ai rayé aussi parce qu'il n'y a pas besoin de le fournir. Aujourd'hui, cette règle, elle a été retirée jusqu'au 31 décembre 2024, mais je n'ai pas voulu l'effacer complètement parce qu'on supposait que ça reviendra en 2025, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et voilà, j'ai dit poste de travaux chauffage systématique, à nouveau, c'est ce que je disais juste avant, donc je l'ai rayé également, mais je voulais pas l'effacer pour bien, montrer que, peut-être qu'en 2025, le parcours monogeste va revenir un peu dans son format initial de 2024, du 1er janvier. Mais voilà, on en saura plus, en fin d'année. Pour le moment, on n'a pas encore d'annonce sur 2025. Je préfère le préciser tout de suite. Alors, bah, pour donner quelques exemples maintenant sur les montants des primes. Alors, je vais commencer avec le parcours monogeste, si je ne dis pas de bêtises. Le parcours monogeste, pour vous donner des exemples de montants, je vous ai dit, c'est un montant forfaitaire en fonction des travaux et en fonction de la tranche de revenus. Donc là, je vous ai mis un tableau, désolé si c'est un peu brut comme ça, mais je vais donner. Hop, alors attendez. Voilà, je vais donner quelques exemples. Vous voyez, on a les colonnes en fonction de la tranche de revenus et on a le listing des travaux. Alors, on va prendre un exemple, pompe à chaleur, RO par exemple. Eh ben, les ménages aux ressources très modestes, une prime de 5 000 € de ma prime rénov'. Ressources modestes 4 000, intermédiaires 3 000. Et on voit que pour la tranche supérieure, il y a écrit non éligible partout. En fait, la tranche supérieure n'est pas éligible au parcours monogeste de ma prime rénov'. Mais je dis bien au parcours monogeste parce qu'on le verra, le parcours accompagné, la tranche de revenu supérieur y est bien éligible. Donc voilà, on a quelques exemples, je ne vais pas tout lister. À nouveau, ça c'est un tableau qui est disponible dans un document, accessible en ligne et on vous donnera le lien à la fin. Je ne vais pas m'amuser à tout lister, mais je donne peut-être un autre exemple, isolation des rampants de toiture. Voilà, si on isole les rampants de toiture, 25 € du mètre carré d'isolant posé pour, les ménages très modestes, 20 € du mètre carré pour les modestes et 15 € pour les intermédiaires. Maintenant, vous voyez, il y a un listing voilà, il est complet là, le listing des travaux qui sont subventionnés. Et du coup, on remarque qu'il y a certains travaux qui n'y figurent pas. Je donne un exemple, les volets par exemple, on ne les retrouve pas. Un autre exemple, ça pourrait être comment dire, l'isolation de comble perdu. Il n'y a pas écrit ici comble perdu, on ne le retrouve pas. Et un autre exemple, le plancher bas. Si on veut isoler le plafond de son sous-sol, il n'y a pas d'aide non plus là-dedans. En fait, on voit que le parcours monogeste, il n'est pas forcément complet au niveau du listing de travaux subventionnables dedans. Et donc ça, c'est vraiment, à mettre en parallèle avec le parcours accompagné qui, lui, globalement, intègre tout ce qui est rénovation énergétique. Donc c'est aussi l'avantage du parcours accompagné. Là, on a un listing qui est assez restreint et qui est surtout centré sur les équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Mais voilà, par exemple, une VMC, une VMC simple flux, elle n'est pas subventionnable dans le parcours monogeste. On voit qu'il y a une aide pour la double flux ici, mais pas pour la simple flux. Donc, c'est un peu plus restreint sur le listing de travaux. Et en plus de ça, la tranche de revenus supérieure n'y est pas éligible à ce parcours monogeste. Alors, je vais du coup maintenant donner l'exemple du parcours accompagné. Les niveaux d'aide, cette fois, je vous ai dit, c'est un pourcentage du montant des travaux. Alors, on a le tableau, le voici, à nouveau disponible dans le même document, le guide des aides financières 2024. Donc, on le voit, c'est un pourcentage du montant des travaux sur le hors taxe, toujours. Et on parlera de la TVA tout à l'heure, mais le pourcentage s'applique sur le montant hors taxe des travaux. Et donc, on voit pour la tranche de revenus très modeste, c'est 80% du montant des travaux pris en charge, 60% pour les ménages aux revenus modestes. Intermédiaire, ça peut être 45 ou 50, on va voir la distinction. Et revenus supérieurs, 30 ou 35% du montant des travaux. Alors, pourquoi là, on a deux exemples? Pourquoi on a deux chiffres différents là pour la tranche intermédiaire et supérieure? On va regarder sur la gauche. En fait, le parcours accompagné, rappelez-vous, je vous ai dit que c'était pour un programme qui permettait de faire 2 sauts de classe sur l'étiquette énergie. C'est le minimum. Mais si on fait 3,
ou si on fait 4 ou plus, bah, ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire que, notamment, ben, là, pour la tranche intermédiaire, si on fait 2 sauts de classe, c'est 45, c'est 30 pour la ménage aux revenus supérieurs. Bah, si on bascule dans 3 sauts de classe ou 4 sauts de classe ou plus, on a un plus 5 sur la prise en charge du montant des travaux. Donc déjà, le pourcentage n'est pas le même, mais surtout la différence, elle vient sur le plafond des dépenses. Le plafond des dépenses, qu'est-ce que c'est? Bah, ça, faut imaginer, c'est pas le montant de l'aide, c'est le montant des travaux plutôt, qui peut, rentrer dans le calcul de l'aide. Je donne un exemple. Imaginons, on a un ménage aux revenus très modestes qui fait un projet de travaux et les travaux, hors taxes, vont coûter 30 000 € hors taxes, on imagine. Ces travaux-là, il y a un audit qui a été fait et l'audit révèle que, les travaux finalement permettent de faire 2 sauts de classe sur l'étiquette énergie du logement. OK, donc on va se situer sur la première ligne. Eh bien dans ce cas, vu que le montant des travaux qui est 30 000 € hors taxes est inférieur au plafond, qui est de 40 000, eh bien le montant de l'aide, ce sera 80 de 30 000 € et donc ça fait, 24 000 € d'aide. Maintenant, deuxième exemple, toujours pour un ménage aux revenus très modestes, il fait un projet de travaux qui permet de faire 2 sauts de classe, mais cette fois, le montant des travaux, il est de 50 000 € hors taxe. Là, 50 000, on voit qu'on est au-dessus du plafond des 40 000. Du coup, le montant de l'aide sera de 80 de 40 000 € et non pas de 50 000 parce que le 50 000 dépasse le plafond. Et donc là, 80 de 40 000, on est sur 32 000 € de travaux. Donc, si le projet fait 2 sauts de classe, le plafond de dépenses, il est de 40 000 €. Mais si on fait 3 sauts de classe, on monte de 15 000. Donc là, on passe à 55 000 € de plafond. Et 4 sauts de classe ou plus, 70 000. Donc c'est surtout le plafond de dépenses qui change. Et retenez que ça, c'est pas le montant de l'aide, c'est le montant des travaux hors taxes. S'il est inférieur à ces chiffres-là, le pourcentage s'appliquera sur le montant hors taxe de vos travaux. Par contre, si le montant hors taxe de vos travaux est supérieur à ces chiffres, eh bien là, le pourcentage il s'appliquera sur le plafond et non pas sur le montant de vos travaux. J'espère être suffisamment clair dans ma manière de l'expliquer. Je sais que c'est beaucoup de chiffres, c'est pas forcément évident, mais voilà, c'était pour bien montrer que le parcours accompagné, c'est un pourcentage différent selon la tranche de revenus, mais aussi selon le nombre de sauts de classe que l'on fait sur le logement. Et je précise là, tous ces chiffres que vous voyez, 80, 60, 45, 50, et cetera, ils peuvent être complétés d'un 10 supplémentaire, d'un plus 10 s'il y a le bonus sortie de passoire énergétique. Et ça, le bonus sortie de passoire énergétique, il intervient si le logement il est classé F ou G au départ et qu'il est classé minimum D après travaux. Donc ça, c'est un plus 10 donc on peut arriver à un 90 par exemple pour les ménages très modestes. Donc on arrive à des taux de financement qui sont vraiment plus intéressants que le parcours accompagné, que le parcours, monogeste, pardon. On arrive à des taux de financement vraiment plus intéressants pour toutes les tranches de revenus et dans le bouquet de travaux, on peut intégrer beaucoup plus de travaux. On peut intégrer les volets, on peut intégrer la porte, on peut intégrer la VMC simple flux dans un parcours accompagné, alors qu'on l'a vu dans le monogeste, ça n'en fait pas partie. Voilà donc pour MaPrimeRénov', le parcours accompagné et le parcours monogeste. Donc c'est vraiment une distinction sur l'ampleur du projet. Est-ce qu'on a un projet de rénovation d'ampleur avec 2 gestes d'isolation, avec 2 sauts de classe? Dans ce cas, on fait un audit avec un accompagnateur et on obtient les aides de ce tableau en pourcentage du montant des travaux. Ou bien est-ce qu'on a un projet plutôt rénovation monogeste? Et dans ce cas, on va se référer au tableau ici, le tableau forfaitaire en fonction du type de travaux et de la tranche de revenus. C'est vraiment les 2 parcours de MaPrimeRénov' aujourd'hui. On va continuer sur les aides de l'ANA. Il y a d'autres aides à part MaPrimeRénov', que l'ANA a mises en place et donc je vais présenter un programme maintenant qui s'appelle Loc Avantage et celui-ci, c'est un programme qui est spécifique aux bailleurs. Il est très spécifique aux propriétaires bailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est Loc Avantage? En fait, Loc Avantage, initialement, c'est un programme qui n'est pas forcément fait pour réaliser des travaux dedans, hein. On peut bénéficier de Loc Avantage sans faire de travaux dans le logement que l'on va louer. Mais en fait, l'idée de Loc Avantage, c'est que c'est un programme qui a pour but d'apporter des avantages sur des réductions d'impôts, en fait, pour les bailleurs sur les revenus locatifs. Et donc, l'idée de Loc Avantage, c'est qu'en échange, le bailleur conventionne le loyer selon des niveaux de loyer qui sont inférieurs au prix du marché. Alors, c'est ce qu'on voit là, Loc 1, Loc 2, Loc 3. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des niveaux de loyer pratiqués et qui sont
inférieur au prix, du marché, en fonction de la commune, du type de logement et cetera. Bien, l'idée, c'est que le propriétaire bailleur, s'il s'engage à louer son logement à un certain niveau qui peut être loc 1, loc 2 ou loc 3, ben, en échange, il aura une réduction d'impôt, sur les revenus, locatifs et donc on dit que c'est un conventionnement de la location avec l'ANA et donc c'est un conventionnement sur, 6 ans, sur la location du logement et un autre point, c'est que le logement doit être loué à des ménages modestes ou très modestes. Donc il y a une notion aussi de la tranche de revenus du locataire qui doit être, modeste ou très modeste, donc par rapport au plafond là que j'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, Loc-Avantage initialement c'est ça, c'est des réductions d'impôts. Donc là on a quelques exemples, 15 35, 20, 40, 65 du montant des réductions d'impôts en échange de mettre le logement, à louer, sous les prix du marché, en conventionnant le loyer. Soit Loc 1 qui est, on va dire, un peu le moins restrictif, Loc 2 qui baisse un peu plus le loyer en dessous du prix du marché et Loc 3 qui baisse encore plus. Et donc vous le voyez, on a 2 colonnes. Pourquoi? Ben, simplement la colonne de droite, c'est si le bailleur, fait appel à une intermédiation locative. En fait, une intermédiation locative, c'est vraiment un intermédiaire entre le bailleur et le locataire. C'est-à-dire que le bailleur, hem, finalement, ben, laisse la gestion à l'intermédiation locative de trouver le locataire notamment. Donc, finalement, le bailleur loue, à l'intermédiation et non pas au locataire directement. Bah, si c'est le cas, il y a un taux de réduction d'impôt qui est un peu plus conséquent et on le voit pour le niveau Loc 3, il y a une croix à gauche parce que si le bailleur veut, louer son logement en Loc 3 qui est le plus bas en fait au niveau du loyer, en dessous du prix du marché, bah, il y a une obligation d'avoir recours à une intermédiation locative. Mais initialement, Loc-Avantage, en fait, c'est pour ça, il n'y a pas forcément de notion de faire de travaux, là-dedans. Mais aujourd'hui, Loc-Avantage propose une option avec travaux et cette option-là, elle permet d'avoir une aide supplémentaire, mais spécifique pour la réalisation, des travaux. Et donc, il y a une aide supplémentaire. Alors, c'est un pourcentage du montant des travaux qui s'applique, mais par contre, il faut que le projet soit d'une certaine ampleur. Parce que là, il y a un objectif de gain à atteindre. Alors, on ne parle pas ici de faire des sauts de classe, mais on parle de faire au moins 35 de gains énergétiques et donc même chose, hein, pour le justifier, il faut un audit énergétique. On parle pas ici de saut de classe sur la lettre, mais on parle quand même d'un niveau de gain. C'est du pourcentage, mais ça reste un niveau de gain et pour le justifier, c'est toujours avec un audit énergétique à l'appui. Mais voilà, Loc-Avantage, ça peut se demander avec ou sans travaux en l'occurrence. Mais là, on est vraiment sur un programme spécifique pour les propriétaires bailleurs, qui souhaitent conventionner leur logement avec l'ANA. Donc ça, c'est pour Loc-Avantage. Et ensuite, je vais présenter un 3e programme de l'ANA qui s'appelle MaPrimeRénov' Copropriété. MaPrimeRénov' Copropriété, voilà, on a peut-être, ce soir parmi nous des personnes qui habitent en copropriété. Eh bien, il faut savoir qu'en copro, les différents copropriétaires peuvent faire des travaux à échelle individuelle dans leur logement et dans ce cas, au niveau des aides, on retrouve MaPrimeRénov', parcours monogeste ou parcours accompagné. Là, on est sur des programmes d'aide individuelle, hein. Donc si un copropriétaire rénove son appartement, par exemple, il peut prétendre au parcours accompagné ou au parcours monogeste. On est sur les parties privatives du logement. Maintenant, il y a aussi des travaux qui peuvent s'engager sur les parties communes de la copropriété. Par exemple, refaire l'isolation du toit terrasse, refaire l'isolation des murs par l'extérieur ou isoler tout le plafond des caves, changer une chaudière collective. Tout ça, on est sur des travaux sur les parties communes de la copropriété. Et donc, au niveau des aides, il y a un programme spécifique que l'ANA a mis en place, c'est MaPrimeRénov' Copropriété. MaPrimeRénov' Copropriété, pour pouvoir y prétendre, quelles sont les conditions pour, qu'une copro y soit éligible? Bah, globalement, il faut que la copro déjà contienne au moins 3/4 des logements comme étant de la résidence principale. Alors, peut y avoir des locataires dedans, hein, bien sûr, hein, mais du moment que ce soit leur résidence principale, c'est ce qui compte, hein. Donc, peut y avoir des propriétaires occupants ou bailleurs, mais il faut que les logements soient occupés, en tant que résidence principale. Donc ça, notamment, bah, pour des copros, parfois, on a beaucoup de commerces, c'est là où ça peut jouer. Ensuite, la copro doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Voilà, ça c'est très réglementaire. Il y a le registre national d'ailleurs qui est accessible en ligne. Et ensuite, il y a une notion de faire du gain énergétique. MaPrimeRénov' Copropriété finance une partie des travaux si
ces travaux permettent de dépasser 35% de gains énergétiques. On retrouve le même chiffre que j'ai présenté juste avant avec Loc Avantage. Et donc, ben, pour le justifier, pas de surprise, c'est à partir d'un audit. Et un audit, ça peut se faire à l'échelle de tout un bâtiment, d'une copropriété. Donc, il y a une notion quand même de rénovation d'ampleur. Je donne un exemple, mais si la copro veut changer sa chaudière collective, une chaudière collective au gaz par exemple, et en mettre une nouvelle, on ne sera pas sur le programme MaPrimeRénov' copropriété parce qu'il n'y a pas cette notion d'ampleur des travaux. On retrouve toujours les professionnels RGE, ça je l'ai déjà évoqué. Et la copro doit faire l'objet d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour accompagner la copropriété tout au long des travaux. Donc, AMO, hein, assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est bien pour dire que c'est de l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Et la maîtrise d'ouvrage, c'est les copropriétaires, c'est l'ensemble des copropriétaires. Donc, c'est de l'assistance sur les sujets techniques, financiers et sociaux aussi, parce que notamment l'AMO aura pour mission de sonder tous les occupants, tous les copropriétaires pour identifier notamment ceux qui sont très modestes ou modestes, parce qu'il y a des primes supplémentaires qui interviennent. Je vais vous montrer le tableau, vous allez voir ça, vous allez y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc le programme MaPrimeRénov' CoPro, aujourd'hui, je l'ai dit, hein, c'est au moins 35% de gain énergétique. Et donc, si c'est le cas, ben, l'aide sera de 30% du montant des travaux. Et le montant des travaux est plafonné à 25 000 € par logement. À nouveau, hein, le plafond, voyez ça comme le plafond des travaux, le plafond de la dépense, et on parle toujours sur le hors-taxe. Ce qui veut dire que si les travaux rapportés par logement dépassent 25 000 €, eh bien, l'aide sera plafonnée à 7 500, c'est-à-dire 30% de 25 000. Ça, c'est si les travaux dépassent 35%. Maintenant, si les travaux vont plus loin que 35 et qui dépassent même 50% de gain énergétique, eh bien là, il y a une augmentation de 15% du montant des travaux. Voilà, au lieu de 30, on est à 45, avec toujours le plafond de 25 000 € de dépenses par logement. Et ensuite, on retrouve le bonus sortie de passoire énergétique qui rajouterait 10% à nos chiffres qu'on a vus précédemment. Ça, c'est si l'immeuble il est classé F ou G, c'est pareil que le parcours accompagné, c'est si l'immeuble est classé F ou G au départ et qu'il est classé au minimum D après travaux. Et donc, c'est toujours sur la base de l'audit énergétique que l'on vérifie ça. Et vous voyez ces trois premières lignes là que j'ai présentées, le 30%, le 45 avec le plus 10, ça, c'est des aides qui sont sans condition de revenus. En fait, elles sont attribuées aux copropriétaires, non pas en fonction des revenus, mais en fonction des quotes-parts et des tantièmes détenus sur la copro. Voilà, c'est réparti en fonction des tantièmes détenus sur la copro. Mais maintenant, en plus de ces trois premières lignes, on va retrouver ce qu'on voit ici, qui sont des primes individuelles cette fois, spécifiques, qui viennent en plus, mais pour les copropriétaires aux ressources très modestes ou aux ressources modestes. Donc là, c'est 3 000 € pour les très modestes et 1 500. Et ça vient en plus. Et cette fois, ça, c'est une prime très spécifique pour les copropriétaires qui sont très modestes ou modestes. Et comme je vous disais, bah, c'est le rôle de l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'aller identifier les copropriétaires qui sont éligibles à ça. Maintenant, là, il y a un plus 20% qui est indiqué. Ça, c'est pour les copropriétés qui sont classées fragiles. Donc ça, c'est en fonction du taux d'impayé de la copro, du budget. Voilà, c'est très réglementé. C'est si la copro elle est qualifiée de fragile, il y a un bonus de 20% supplémentaire rajouté là sur les chiffres que j'ai donnés précédemment. Voilà pour MaPrimeRénov' copropriété. Donc, on est sur un programme d'aide pour de la rénovation d'ampleur plutôt sur des parties communes de copropriété. Et du coup, si vous êtes en appartement et que votre copro se pose des questions, bah, c'est intéressant de les solliciter là-dessus. Alors, j'enchaîne sur la partie C2E, certificat d'économie d'énergie. Donc là, on n'est plus sur les aides de l'ANA. Donc, on n'est plus sur des aides publiques, on est sur des aides privées. Alors, ces aides privées, qui les versent exactement, ces fameux certificats d'économie d'énergie? Eh bien, ce sont les fournisseurs d'énergie. Alors, les fournisseurs, ça peut être les très classiques vendeurs de gaz ou d'électricité, mais ça peut être aussi des vendeurs de carburant, hein, donc des enseignes comme des grandes surfaces, des vendeurs d'énergie. Et en fait, pour que vous compreniez un petit peu l'idée, c'est que les C2E, c'est un peu le principe d'une taxe pollueur-payeur. Les fournisseurs d'énergie ont des obligations, ils ont des objectifs, et s'ils ne les atteignent pas, ils payent des pénalités financières. Et vous voyez que ces objectifs, c'est sur des périodes, et aujourd'hui, on est dans la période 2022-2025. Donc, à la fin de l'année 2025, les fournisseurs d'énergie doivent avoir atteint leurs objectifs,
Et pour les atteindre, c'est en distribuant des primes à des particuliers qui font de la rénovation énergétique. Et peu importe si vous êtes, vous, client ou pas chez l'énergéticien, vous n'avez pas besoin de vous fournir en électricité, par exemple, chez un énergéticien pour lui demander une prime C2E. Il va regarder les travaux, c'est vraiment lié aux travaux et non pas lié au contrat. Donc, pas besoin de basculer un contrat vers un énergéticien pour lui demander la prime. Alors les C2E, ce qui est différent par rapport à MaPrimeRénov', c'est qu'on n'a pas forcément des montants fixes pour tous les travaux, un peu comme MaPrimeRénov' qui fixe les montants en fonction des travaux et de la tranche de revenus. Les C2E, les C2E classiques, ça varie d'un énergéticien à un autre, ça varie d'une période à une autre. C'est un peu un marché, les C2E. Et donc, c'est plutôt au moment où on fait une demande qu'il faut identifier, comment dire, l'énergéticien le plus généreux finalement, et c'est auprès de lui qu'on fait la demande. Maintenant, il y a certaines primes C2E un petit peu particulières qu'on appelle les primes coup de pouce. Les primes coup de pouce, déjà, dites-vous bien que ce sont des primes C2E, hein, donc ce sont des primes versées par des énergéticiens. Mais en fait, c'est quoi les coups de pouce? En fait, c'est des offres un peu plus spécifiques et qui sont notamment bonifiées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un montant minimum qui est imposé aux énergéticiens. Donc voilà, il y en a certains, je vais les présenter. On en retrouvera 4. Il y a le coup de pouce chauffage qu'on voit très fréquemment. Le coup de pouce rénovation performante pour les bâtiments collectifs, donc les copros qui font de la rénovation sur les parties communes, mais je vais le présenter un petit peu après. On a aussi le coup de pouce rénovation performante pour de la maison individuelle, mais attention, ça c'est uniquement si la maison n'est pas éligible au parcours accompagné de MaPrimeRénov'. Mais je vais détailler un petit peu ça. Et on en retrouve un autre qui s'appelle le coup de pouce pilotage connecté. Alors je vais rentrer un peu dans le détail de ces différents coups de pouce. On va commencer par le coup de pouce chauffage. Le coup de pouce chauffage, c'est quand on veut remplacer une chaudière qui soit au charbon, au fioul ou au gaz, par un autre équipement listé ici sur la gauche. Chaudière à bois, pompe à chaleur géothermique, système solaire ou pompe à chaleur hybride. Eh bien, on voit qu'il y a des montants, et ce sont bien ici des montants minimums qui sont imposés aux énergéticiens. Par exemple, si je suis un ménage très modeste, que je remplace ma chaudière gaz par une pompe à chaleur, j'ai une prime de minimum 4 000 € que je peux demander auprès d'un énergéticien. Si je suis en ménage supérieur ou intermédiaire, c'est 2 500. Je précise, les C2E sont accessibles à toutes les tranches de revenus. Ils demandent quand même la tranche parce que vous le voyez, on bonifie différemment selon la tranche, mais même les ménages intermédiaires ou supérieurs sont éligibles à la prime C2E. Donc ça, c'est le coup de pouce chauffage, qui est un exemple quand on veut changer une chaudière gaz ou fioul notamment par un autre équipement indiqué sur la gauche. Alors, je vous ai parlé du coup de pouce rénovation d'ampleur. Alors pour la maison individuelle, ça, j'insiste, c'est uniquement, et c'est bien écrit ici, possible de mobiliser le coup de pouce que pour les ménages qui ne sont pas éligibles au parcours accompagné. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que le parcours accompagné, l'avantage, c'est qu'il absorbait la prime C2E dedans. Ça permettait de simplifier les démarches. Mais il y a certains cas où la maison n'est pas éligible au parcours accompagné. Et donc, notamment, ça peut être par exemple les résidences secondaires. MaPrimeRénov', c'est pour la résidence principale. Donc, une résidence secondaire n'est pas éligible au parcours accompagné. Et bien, dans ce cas, elle peut demander la prime coup de pouce C2E. Un autre exemple, c'est si la maison elle a moins de 15 ans. MaPrimeRénov', ce sera non. Mais les C2E, je vous ai dit tout à l'heure qu'eux, ils demandaient plus de 2 ans. Donc, c'est moins restrictif. Mais c'est voilà, le coup de pouce rénovation d'ampleur pour la maison individuelle, c'est assez rare en fait aujourd'hui en 2024 de le retrouver. Et le montant, alors c'est difficile de vous le donner précisément parce que vous voyez, c'est un calcul. Alors, il y a en fonction du nombre de sauts de classe, eh bien, il y a un montant minimum qu'on multiplie par un facteur correctif en fonction de la surface habitable. Donc, c'est pas évident à détailler le montant précis. Mais comme je vous disais, ça reste un programme qui est rarement demandé parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours accompagné de MaPrimeRénov' qui est largement privilégié aujourd'hui par l'ANA. Je continue mes exemples dans les coups de pouce. Là, je vous donne le coup de pouce un peu même chose, rénovation performante, mais pour le collectif. Donc, à nouveau, pour une copro. On reprend la copro qui veut rénover les parties communes, isoler les murs par l'extérieur, la toiture, chauffage collectif. Eh bien, elle peut cumuler, en plus de MaPrimeRénov' copropriété, elle peut cumuler ce coup de pouce. Et donc, on voit, alors, il y a marqué au moins 35% de gains. C'est comme MaPrimeRénov' copro. Hein, là, on a une certaine consistance entre les deux. Mais pareil, le montant de la prime,
Je peux difficilement vous donner un montant précis parce que c'est en fonction de la situation initiale. Est-ce que la copro, elle était chauffée au fioul ou au charbon ou bien autrement? Et en fonction de la situation finale. Est-ce que, après travaux, on se chauffe majoritairement à partir d'une énergie renouvelable ou pas? Bah, et en fonction de ça, ben, le montant de la prime n'est pas tout à fait le même, mais il dépend, vous voyez, c'est en euros par mégawattheure économisé chaque année. Et pour les connaître, ces mégawattheures, c'est à partir d'un audit. Donc je ne peux pas vous donner des montants précis de prime C2E, il faudrait avoir un audit et prendre un exemple et chaque copro est unique, alors c'est difficile de donner un montant un peu générique. Et enfin, dernier coup de pouce, le coup de pouce pilotage connecté. Celui-ci, il est aussi intéressant. Alors, il court jusqu'à la fin de l'année 2024 pour le moment. Et donc c'est pour l'installation de, thermostats d'ambiance et robinets thermostatiques, le tout connecté pour être piloté, à partir d'une application mobile. Ben, quand on a un chauffage avec, des radiateurs à eau par exemple, eh bien on peut installer donc un thermostat d'ambiance dans une pièce et ensuite sur chaque radiateur mettre des robinets thermostatiques et le tout, est connecté ensemble pour pouvoir être piloté à distance à partir d'une appli. Et ben, il y a une prime là-dessus, une prime C2E qui s'appelle le coup de pouce pilotage connecté et donc le montant minimum, bah, il dépend de la surface chauffée du logement. Mais voilà, ça c'est un coup de pouce qui existe aujourd'hui, pour, ce genre de travaux-là. Et donc si ça vous intéresse, vous pourrez bien sûr, avoir un peu plus d'infos auprès de nous notamment. Alors, maintenant je vais passer on va enchaîner sur les dispositifs locaux. Je vois l'heure qui tourne alors mais ça va globalement, on a passé quand même le plus gros. Je vais passer au niveau des aides locales. On va parler de la région, du département, on va parler aussi des communes. Donc on va regarder un petit peu ce qui existe sur notre territoire. Donc on va partir du plus large, la région. La région aujourd'hui, vous pouvez retenir un point en rénovation énergétique. La région finance un seul geste de travaux, c'est le remplacement des chaudières fioul. Si vous mettez à la place un équipement, notamment comme les pompes à chaleur, les systèmes solaires ou la géothermie, vous pouvez obtenir une aide de 1 000 € de la région et elle n'est pas soumise à condition de revenu. Elle est accessible à tous. C'est un forfait, 1 000 € pour remplacer une chaudière fioul. Elle peut être de 1 500 si vous habitez dans une zone dite sensible. Alors, c'est en fonction de mais ça, on a la carte après, pour le déterminer. Mais c'est si vous changez, plutôt un vieux chauffage au bois, d'avant 2002. Mais, aujourd'hui, ça en règle générale, c'est surtout la région pour le remplacement de la chaudière fioul et donc c'est une aide de, 1 000 €. Mais attention, ça dépend de ce que vous mettez en remplacement parce que si vous remplacez une chaudière fioul par une chaudière gaz, l'aide de la région ne fonctionne pas. En fait, l'aide de la région, elle va regarder ce que vous installez en remplacement. Et donc, comme je vous disais, c'est pour de la pompe à chaleur, pour de la géothermie, pour du système solaire, notamment. Ensuite, on passe au département, les Yvelines. Alors, du point de vue département, aujourd'hui, le département, en fait, il intervient uniquement, on appelle ça en abondement du programme MaPrimeRénov' copropriété. C'est-à-dire que les Yvelines, voilà, n'interviennent que si la copro demande MaPrimeRénov' copropriété, eh bien les Yvelines apporteront une aide supplémentaire. Et en fait, c'est une aide, spécifique pour les ménages, les copropriétaires très modestes et modestes. Souvenez-vous, je vous avais dit tout à l'heure dans le programme MaPrimeRénov' copropriété, il y avait les aides qui étaient réparties en fonction des tantièmes, mais qu'il y avait aussi des primes supplémentaires pour, les ménages modestes et très modestes. Et ben, en fait, le département complète encore ça avec 15 d'aide supplémentaire et 10 pour les ménages modestes, plafonné à maximum 3 750 de subventions pour les très modestes et 2 500 pour les modestes. Mais du coup, voilà, le département intervient uniquement si la copro, engage des travaux qui permettent de prétendre à MaPrimeRénov' copropriété. On appelle ça un abondement du programme, MaPrimeRénov' copro. Donc ça, c'est le département. Aujourd'hui, ça se limite à ça. Ensuite, un niveau un peu plus local, on a la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Si vous êtes sur ce territoire-là, eh bien, la communauté, d'agglomération, pareil, propose des aides en abondement de certains programmes de l'ANA. Et là, il y a MaPrimeRénov' copro dedans, mais pas que. Il y a aussi le parcours accompagné. Donc si vous êtes un propriétaire occupant, du territoire de Saint-Germain-Boucle-de-Seine et que vous prétendez au parcours accompagné, eh bien, si vous vous situez dans la tranche de revenus modeste ou très modeste, vous avez une prime supplémentaire de la part de Saint-Germain-Boucle-de-Seine.
Ça, c'est pour, MaPrimeRénov' parcours accompagné, mais on retrouve aussi notre MaPrimeRénov' copropriété. C'est-à-dire que si, la copro qui fait des travaux sur les parties communes, prétend au parcours, MaPrimeRénov' copropriété, eh bien, il y aura une aide supplémentaire de, Saint-Germain-Boucles-de-Seine pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. C'est un abondement de ces programmes-là. Mais voilà, il faut bien sûr, solliciter ces programmes pour pouvoir solliciter l'aide de Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Donc voilà, c'était pour un échelon un peu plus local. Et ensuite, à nouveau, dans ce qu'on a dans notre secteur, il y a le parc du Vexin. Si votre commune fait partie du territoire du parc du Vexin, eh bien le parc, propose aussi un programme d'aide financière pour certains travaux. Alors, il n'y a pas tout dedans, hein, c'est surtout centré là, je vous ai mis quelques exemples pour les équipements, à bois, par exemple, poêle à granulés, un puits climatique, un récupérateur d'eau de pluie, une chaudière à granulés, les systèmes solaires avec, panneaux solaires thermiques. Eh bien, il y a des aides supplémentaires, si votre logement se situe sur le territoire du parc, naturel régional du Vexin français. Donc le parc du Vexin, il est partagé entre les Yvelines et le 95, mais on a quelques communes quand même sur les Yvelines qui sont sur le parc du Vexin. Il faut le savoir qu'il y a des aides locales qui peuvent se demander auprès du parc si vous faites des travaux qui font partie de leur, listing. Ça, c'est au niveau du Vexin. Maintenant, au niveau de la commune, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de la commune? Eh bien, en fait, il y a un point qu'on peut retrouver, c'est l'exonération de la taxe foncière. Mais attention, ce n'est pas systématique à toutes les communes. Pourquoi? Parce que, alors, je vous explique. Au niveau de la taxe foncière, quand on fait des travaux qui améliorent la performance énergétique du logement, on peut avoir une exonération de la part communale de la taxe foncière pendant 3 ans. Donc une exonération pendant 3 ans de la part communale de la taxe foncière. Alors, l'exonération, elle peut être de 50 ou de 100 de la part communale et elle se fait pendant 3 ans, comme j'ai dit, après les travaux. Il faut que le montant des travaux dépasse 10 000 euros. Sur les travaux là, de rénovation énergétique, il faut que le logement dépasse 10 000 euros, toutes taxes comprises. Mais si vous voulez, ce dispositif-là, il n'est pas obligatoire pour les communes. Il faut que la commune ait décidé de l'adopter, donc les voter, voilà, au niveau des élus, qu'il y ait une délibération pour adopter ce dispositif à l'échelle de la commune. Et ça, dire, là, aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple, par exemple, à Carrières-sous-Poissy, la commune le propose à hauteur de 50 de la part communale. Mais pour vous renseigner, en fait, il faut solliciter, vos élus de votre commune, ou votre service des impôts, mais sinon, solliciter votre mairie et vos élus pour leur demander si la commune s'est positionnée là-dessus. Voilà un petit peu pour les aides locales et je vais terminer avec, les formats de prêts bancaires, et de TVA. J'avais dit qu'on parlerait un petit peu de ça. Ça fait aussi partie des aides en rénovation énergétique, hein, bien sûr. Il n'y a pas que les subventions, il y a aussi la notion de prêt et de la TVA. Donc on va aborder ça. On va démarrer avec les prêts. Les prêts, donc on va retrouver 2 dispositifs principaux, à savoir, tout d'abord l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ aussi. Alors le nom est important, hein, éco-PTZ et non pas juste PTZ parce que ça c'est différent. Donc l'éco-PTZ, c'est un prêt bancaire pour la rénovation énergétique, donc des travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation. Eh bien, on peut solliciter ce prêt-là auprès d'une banque. Ce n'est pas un prêt qui est soumis à condition de revenu. Donc, ça veut dire que la banque va regarder le profil du demandeur, va regarder le taux d'endettement, les capacités de remboursement, ce genre de choses, mais ce n'est pas en fonction de la tranche de revenu, du revenu fiscal de référence. Ça reste un prêt bancaire, même à taux zéro. Donc, la banque a la décision d'attribution. Et vous voyez les montants, il y a différents forfaits. Un peu à l'image de MaPrimeRénov', on peut demander des forfaits plutôt monogestes. Par exemple, une action seule, 15 000 euros maximum. Par exemple, je fais que le remplacement de ma chaudière par un autre système. 15 000 euros maximum. Par contre, si je fais le chauffage et en plus j'isole mes murs, là, je peux demander 25 000 euros maximum. 3 travaux ou plus, 30 000. Mais on voit ici qu'on a un forfait performance énergétique globale et lui peut monter jusqu'à 50 000 euros. Celui-ci, pour le demander, c'est quand on fait une rénovation d'ampleur. Et donc, notamment, pour le justifier, on retrouve toujours notre audit énergétique. Voilà, l'éco-prêt à taux zéro en global, il demande un audit alors que les 3 premiers forfaits que j'ai présentés là ne le demandent pas. Donc, tout dépend à chaque fois de l'ampleur un peu du projet. Mais très clairement, si au niveau de MaPrimeRénov', vous vous dirigez vers le parcours accompagné, au niveau de l'éco-prêt à taux zéro, vous allez aussi naturellement vous diriger vers, le performance global, hein, parce que, ça veut dire que vous aurez un audit, que vous ferez un certain niveau de gain, donc vous pourrez prétendre à celui-ci.
Après, l'éco-PTZ, il est pas, on peut le demander, sans demander MaPrimeRénov', et inversement, on peut avoir MaPrimeRénov' sans demander l'éco-prêt à taux zéro. Mais on peut aussi avoir les 2, et l'idée en général, c'est de pouvoir, optimiser tout ça. Donc ça, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Et lui, il n'est pas soumis à condition de revenu. Un deuxième exemple, c'est le prêt avance rénovation. Là, c'est différent. Déjà, c'est différent parce qu'il est soumis à condition de revenu, celui-ci. Il est spécifique pour les ménages modestes et très modestes. Et lui, il n'est pas à taux zéro. Il y a un taux d'intérêt dessus. Et la différence, c'est que c'est un prêt hypothécaire. Ce qui veut dire que, en fait, on emprunte de l'argent pour notamment payer les travaux, mais le remboursement ne va pas se faire en mensualité à partir de la date d'emprunt. En fait, le remboursement se fait in fine, c'est-à-dire lors d'une succession ou lors de la vente du logement. Donc il n'y a pas cette notion de mensualité. Mais par contre, il y a un taux d'intérêt quand même appliqué dessus. Alors souvent, le prêt avance rénovation, ça peut se demander justement quand l'éco-prêt à taux zéro n'est pas accordé. Par exemple, pour un ménage qui ne peut pas supporter le poids des mensualités qui viennent, eh bien le prêt avance rénovation, ça peut être une alternative intéressante à l'éco-prêt à taux zéro dans ce genre de cas de figure. Donc 2 prêts que j'ai présentés, l'éco-prêt à taux zéro et le prêt avance rénovation. Et maintenant, la TVA, ça je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus. Il faut retenir qu'en fait la TVA, elle est réduite à 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Donc c'est, voilà, des travaux d'isolation, de ventilation, de chauffage. C'est aussi les travaux induits avec, hein. Je donne un exemple, isoler des murs, par l'extérieur, il faut poser un échafaudage. Eh bien la TVA sur l'échafaudage sera à 5,5. Une fois qu'on a isolé les murs, on fait un enduit par-dessus, ce sera à 5,5. Donc c'est pour les travaux énergétiques et les travaux induits. Et voilà, il faut que le logement soit depuis plus de 2 ans, résidence principale ou secondaire, maison ou appartement, mais globalement, retenez que c'est 5,5. De votre côté, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est une attestation qui est fournie par le professionnel et que vous devez remplir. Mais il faut quand même vérifier que sur le devis, ce soit bien 5,5 et que vous ayez rempli cette attestation. Voilà pour la TVA. Donc ça fait le tour un peu des dispositifs d'aide. Là, je vais simplement terminer, mais ça va me prendre 1 ou 2 minutes, en présentant les acteurs qui peuvent vous accompagner. Parce que vous l'avez vu, j'ai donné beaucoup d'infos, hein, mais en aide financière, il y a beaucoup d'infos. Ce n'est pas forcément toujours clair et limpide, mais l'idée, c'est qu'il y a des acteurs qui peuvent vous accompagner sur vos projets. Et donc, je démarre avec France Rénov'. Les espaces France Rénov', dont nous faisons partie, Énergie Solidaire, hein, sont là du coup pour vous conseiller sur les aspects vraiment techniques liés aux travaux, à votre projet, votre démarche, les travaux à cibler, l'aspect relecture des devis, mais aussi la partie financement, qu'on puisse vous aider à vraiment personnaliser là, tout ce que je viens de dire, mais le personnaliser à votre projet pour voir ce que ça donnerait dans votre cas de figure. Et donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. Si vous êtes déjà en contact avec un conseiller de chez nous, envoyez-lui un mail, vous avez son adresse directe. Par contre, si vous n'avez pas encore eu de contact avec un conseiller de chez nous, vous pouvez soit appeler pour prendre rendez-vous, soit vous pouvez aller sur notre site internet et il y a un onglet prendre rendez-vous et donc vous pouvez caler un rendez-vous depuis chez vous finalement. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique ou en présentiel, notamment dans nos locaux, par exemple à Carrière-sous-Poissy, pour avoir un rendez-vous personnalisé. Donc ça, c'est les espaces France Rénov' et je vous invite à les solliciter. Après, on a 2 autres services publics que je présente rapidement. Le CAUE, pour conseil en architecture, urbanisme et environnement. C'est aussi un service public de conseil, hein, donc c'est neutre, gratuit et indépendant. Là, c'est une équipe d'architectes en fait qui compose les membres du CAUE et donc ça peut vous être utile pour des projets notamment quand on a des maisons avec des caractéristiques architecturales particulières, on veut la rénover, on veut garder ces propriétés-là, on souhaite obtenir des conseils, le CAUE le fait. Voilà, on a un CAUE dans les Yvelines, donc il faut les solliciter. Donc même chose, vous avez les coordonnées téléphoniques, mail et site. Ça, c'est le CAUE. Et puis, je termine avec l'ADIL. L'ADIL 78, donc c'est Agence départementale d'information sur le logement. C'est un autre service public de conseil, mais sur une thématique différente cette fois, puisque c'est une équipe de juristes qui compose les membres de l'ADIL. Donc, ça va être surtout sur les sujets réglementaires liés au logement, au droit du logement, quand on se pose des questions. Par exemple, là, on a parlé des différentes réglementations, des échéances qui arrivent, bien connaître les obligations demandées, voilà, se référer à des textes de loi. L'ADIL conseille de manière neutre, gratuite et indépendante là-dessus. Voilà, c'est vraiment 3 services publics complémentaires. France Rénov', le CAUE et l'ADIL. Donc pour vos projets, c'est vraiment des acteurs à solliciter si vous en avez besoin.
Voilà, donc ça, c'est ma dernière slide, simplement pour montrer un petit peu, une chronologie d'un projet de rénovation énergétique. C'est vraiment pour mettre en avant que avant que les travaux démarrent, bah, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout, par rapport à la thématique de la soirée, les aides financières, se demandent vraiment avant que les travaux démarrent et avant même, en fait, de signer les devis. Et donc pour ça, le réflexe, hein, c'est un peu de se diriger vers son espace France Rénov' de secteur. Donc si vous êtes sur le territoire Nord-Yvelines, bah, ce sera nous. Après, si vous êtes d'ailleurs, vous allez sur le site france-rénov.gouv et vous trouverez, les coordonnées de votre espace de secteur en fonction de votre code postal. Mais, voilà, l'idée c'est que, il y a tout un cheminement qui se fait, voilà, vraiment définir le besoin, définir le projet, rechercher des entreprises, comparer des devis, préciser un plan de financement, faire le point sur les aides et ensuite quand le projet se concrétise, ben, on va déposer les dossiers d'aide et une fois que les dossiers d'aide sont acceptés, là, les travaux vont démarrer et ensuite, bien sûr, il y aura la partie réception qui sera hyper importante, réception des travaux, et prise en main du logement une fois que les travaux seront, effectués. Voilà pour un peu cette, chronologie. Alors je m'excuse, j'ai débordé un petit peu sur le timing que je m'étais, imposé. Alors on va, passer à la partie, questions, tout de suite. Je vais simplement, bah, déjà vous remercier, d'avoir assisté à cette première partie, sur la présentation et donc je vais pouvoir, arrêter l'enregistrement et le partage et nous allons passer à la partie, questions. Merci à vous.